Mercredi dernier, en fin d'après-midi, deux séismes de magnitude 7,2 puis 7,5 ont frappé le littoral nord du Venezuela et la capitale Caracas. Le bilan provisoire s'élève à plusieurs milliers de morts, plus de 50 000 disparus selon les Nations Unies. Car le Venezuela, qui s'est effondré sous les secousses, était déjà un pays en crise. 10 ans d'hyperinflation, un quart de la population en exil, des infrastructures publiques à l'agonie et un gouvernement sans cap depuis l'arrestation de Nicolas Maduro par un commando américain en janvier 2026. Au croisement de la catastrophe naturelle et de l'effondrement institutionnel, comment reconstruire un État là où il n'existe plus? Bonjour Serge Olivier. Bonjour Astrid de Vilaine. Merci d'être là. Vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un spécialiste du Venezuela. On parle de la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Comment décririez-vous l'état du Venezuela 6 jours après ce double séisme? Le décompte des morts n'a pas fini d'être abondé. On parle de 50 000 disparus. Il y aura évidemment des cadavres qui vont être découverts pendant des semaines à venir dans les déblaiements. À l'heure actuelle, donc, je crois que c'est 1900 morts avérés. Donc c'est la plus grande catastrophe de l'histoire contemporaine du Venezuela. Il y a eu une des précédentes secousses aussi fortes dans l'histoire du Venezuela seulement en 1900, donc il y a 127 ans, 126 ans de cela. Les dernières fortes secousses sismiques qui ont affecté la ville de Caracas et ses alentours dataient de 1967. Il y a eu des catastrophes ces dernières décennies au Venezuela, mais surtout des coulées de boue liées, liées notamment au paysage montagneux des alentours de Caracas. Et jamais aussi grave que celle-ci. Voilà, donc c'est une catastrophe, un désastre naturel qui vient frapper un pays qui ne fait qu'envisager sa potentielle reconstruction suite, vous l'avez dit, à une crise économique qui elle-même est une crise économique historique dans l'histoire du Venezuela, mais à nul autre pareil, car c'est la crise économique depuis 2014 qui, selon beaucoup d'estimations, est la pire crise économique qu'un pays ait connue en temps de paix. Justement, dans quel état se trouvait le Venezuela avant cette catastrophe? Dans un état d'expectative, donc à court terme depuis l'intervention états-unienne du 3 janvier, d'expectative par rapport à la question de la normalisation de son fonctionnement économique vis-à-vis du reste du monde, d'une potentielle transition démocratique, peut-être qu'on va en parler, mais surtout d'étiage économique dans une situation catastrophique. Il faut bien se rendre compte qu'entre 2014 et 2021, le pays a perdu 75% de son PIB dans une crise économique qui est liée à la mauvaise gestion des années de Chavez et des années Maduro, qui est liée aussi, évidemment, c'est un pays pétrolier, le Venezuela, qui exporte, dont 95%, 96% de ses entrées en devises sont liées aux exportations de pétrole, qui sont liées aussi, donc évidemment, à la chute des cours du pétrole à partir de 2014, mais pas seulement, car c'est vraiment la pire crise économique que le pays ait connue, quand bien même il a connu, dans son histoire pétrolière, des chutes du cours du pétrole. Les hôpitaux vénézuéliens étaient déjà dans un état préoccupant avant ce double séisme. Comment pourriez-vous nous décrire leur état? Est-ce qu'ils sont capables de prendre les 50 000 blessés à ce stade pour le bilan qu'on connaît aujourd'hui? Non, très clairement non. Le système hospitalier vénézuélien se portait mal, dysfonctionnait déjà avant la crise économique. C'était un enjeu aussi très politisé puisque Chavez a beaucoup investi à partir de son arrivée au pouvoir en 1999, pardon, dans la médecine de proximité, avec les accords notamment avec Cuba, pétrole contre médecins cubains, qui ont permis de développer une médecine de proximité au Venezuela et augmenter les indices donc de gestion sanitaire de la population. Mais le système hospitalier lui-même est resté en manque d'investissement, est resté en manque de formation de professionnels. Et la crise économique a précarisé encore plus cela. En 2018, il y a eu un grand article dans la revue scientifique de Lancet qui actait l'effondrement du système hospitalier vénézuélien qui ne s'est jamais remis depuis cet effondrement. Et le système hospitalier vénézuélien tel qu'il est, à date, a aussi souffert du séisme. Il y a 3 hôpitaux publics dans l'état de la Guaira, donc qui est la région du Venezuela la plus touchée par le séisme. Sur les 3, il y en a 2 qui sont hors service à cause du séisme, et le dernier, semble-t-il, qui n'a pas l'eau courante. La Guaira, pour bien situer, c'est donc au nord du pays, pas loin de Caracas. C'est à la fois un port, on en parlait dans le journal, Mhm. et également un État.
C'est dans la zone la plus peuplée du Venezuela, où 90% de la population se concentre dans une bande de 50-70 km le long de la côte centrale, donc à hauteur de Caracas. C'est à 10 km de Caracas à vol d'oiseau. C'est séparé de Caracas par une chaîne montagneuse de 2000 mètres d'altitude. Et c'est très peuplé, et c'est là où, effectivement, qu'il y a donc l'aéroport international de Maiquetía, donc de Caracas, le port aussi, et beaucoup de stations balnéaires aussi, par exemple. On voit beaucoup passer ces images d'effondrement d'immeubles. Et que pouvez-vous nous dire sur l'adaptation ou la non-adaptation du bâti? Est-ce que les infrastructures, je parle des immeubles, de tous ces effondrements, a pu jouer aussi dans les dégâts et le bilan? Alors, il y a deux types de bâtis, si je peux faire très rapidement au Venezuela, dans la zone, dans les zones urbaines, notamment à Caracas. C'est le bâti régulier et irrégulier. Donc, les immeubles qui sont réguliers, et puis, pour la grande majorité, enfin, en tout cas, qui ne sont pas dans les zones qu'on appelle des barrios au Venezuela, qui sont ce qu'on appelle favelas au Brésil, enfin, surtout à Rio, et qui représentent en fait plus de 50% de la population de l'aire métropolitaine de Caracas. Donc ces barrios, ils sont construits sur des pentes, très généralement, donc qui ont dû être affectés aussi par le séisme, puisque les terrains sont beaucoup plus instables. Mais les immeubles dont vous parlez, ce sont des immeubles qui sont donc de bâtis qu'on peut qualifier de réguliers, mais qui n'ont jamais respecté concrètement les normes sismiques. Ce ne sont pas des constructions sismiques. On voit les photos, c'est une architecture, une infrastructure donc de béton armé et des murs en briques qui se sont tous effondrés, les murs en briques en premier. La question, c'est est-ce que l'infrastructure en béton armé a tenu? Et manifestement non pour bien des cas. Donc le bâti n'a jamais respecté les normes au Venezuela sismiques, qui sont faibles elles-mêmes, mais leur implémentation n'a jamais été concrète. Pourquoi avez-vous apporté des armes? Vous auriez dû apporter une pelle, une pioche. Cet uniforme sert à défendre la patrie, à défendre un pays. Le pays, c'est ça. C'est de ça dont il a besoin de votre part, pas d'une arme. Nous avons nous-mêmes fait sortir notre famille d'ici. Personne n'est venu aider qui que ce soit. Le gouvernement bloque tout ça. La police nationale bloque elle-même la rue pour empêcher les pompiers de venir nous porter secours. J'ai la vidéo, j'en ai la preuve. Les gens ici n'ont ni dormi ni mangé. Des témoignages de 2 Vénézuéliens à La Guaira face à des militaires venus avec des armes plutôt qu'avec des pelles, diffusés et traduits chez nos confrères de France 24. Serge Olivier, il faut que vous nous disiez un mot de la gestion par la présidence, notamment de Delcy Rodriguez, la présidente par intérim du Venezuela. On parle beaucoup de ces militaires, et ça rappelle d'ailleurs sans doute des souvenirs. Oui, qui ont été d'ailleurs, qui ont fait l'objet de recherches, de travaux de collègues, notamment le géographe français Julien Robotier et l'anthropologue franco-vénézuélienne Paola Vázquez. La culture du risque, c'est Julien Robotier qui travaille là-dessus. La culture du risque sismique et du risque en général au Venezuela est assez récente. Elle a émergé après 1967 et le séisme dont j'ai parlé. Et c'est qu'en 2006 qu'il y a des lois qui sont mises en place pour créer un système de prévention et de gestion des risques, avec une identification de qui est en charge de l'administration du désastre. Mais dans un contexte qui est celui aussi de la militarisation de l'action civile au Venezuela. Et ça, c'est ce sur quoi a travaillé Paola Vázquez Lezama, qui a travaillé sur les catastrophes qu'on a appelées la catastrophe de Vargas en 1999, qui est l'ancien nom de la Guaira, de cette même région de la Guaira. C'est au même endroit. C'est le même endroit. C'est les fameuses traînées de boue les dont coulées vous de boue parliez. liées à des fortes pluies et aux pentes qui sont très importantes. Et qui ont fait C'est environ... sous Hugo Chavez. C'était en 1999, c'était lors de la première année du mandat de Chavez. C'était vraiment un test et aussi une matrice pour son arrivée au pouvoir. 1000 morts environ, 200 000 déplacés, bref, une catastrophe extrêmement importante, pas aussi importante malheureusement que celle qui vient de frapper le Venezuela. Face à laquelle Chavez répond de façon souverainiste et militarisée, c'est-à-dire qu'il refuse l'aide américaine qui avait été demandée. Il y a eu des couacs par son ministre de la Défense de l'époque. 2 bateaux sont renvoyés au large du Venezuela, vers les États-Unis, pour des raisons de souverainisme, selon lui, et il veut gérer la chose avec l'armée. Il est lui-même militaire. Et c'est ce qui devient vraiment la matrice d'une gestion du désastre qui est à la fois militarisée, et qui repose sur un état d'exception, et qui présente Chavez et l'armée comme
dispensatrice du bienfait social au Venezuela. Et ça, c'est une matrice pour ce que Paola Vázquez a appelé le militarisme compassionnel, donc une militarisation de l'administration civile au Venezuela. Là, dans ce cas précis qui nous occupe de ce double séisme, quel rôle joue l'armée? On dit parfois qu'ils empêchent les secours de venir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Et quelle est la différence par rapport à l'époque dont vous parliez sous Hugo Chavez, par rapport à l'aide internationale qui semble très présente là dans le cas du séisme? Pour l'aide internationale, la différence majeure, c'est son acceptation par la présidence de 24 pays sont sur place. Et les États-Unis notamment, qui sont maintenant les grands amis des chavistes au pouvoir, alors qu'ils étaient les grands ennemis avant, et c'est Delcy Rodriguez elle-même qui parle de Trump comme étant un grand ami. Pour ce qui est du rôle de l'armée dans cette gestion du désastre, elle est désorganisée manifestement. Alors en 99 déjà, les militaires, donc la garde, l'armée, la garde bolivarienne qui n'existait pas encore, mais qui a été fondée après, arrivait avec des fusils d'assaut aussi sur les lieux du désastre, donc de façon non équipée, mais qui ont permis d'avoir une force vive. La différence maintenant, c'est que comme toutes les institutions du Venezuela, l'armée a été déstructurée par la crise. Il y a beaucoup moins de capacités de mobilisation, puisqu'il y a beaucoup moins de personnel qui soit correctement payé. Et il y a beaucoup moins de matériel présent dans l'armée vénézuélienne. C'était déjà un mauvais acteur de la gestion des désastres en 99. Paola Vázquez Lezama avait documenté notamment le fait qu'ils aient organisé des pillages dans certains lieux en 1999. Donc c'est un acteur problématique, mais qu'il est encore plus maintenant du fait de sa sous-dotation. Mais qui est sous l'autorité, cette armée, de Delcy Rodriguez ou des ministres concernés, ou elle est indépendante, cette armée? Parce que quand on lit les reportages dans Le Monde, l'AFP, Le Figaro, c'est vrai que c'est frappant de voir ces militaires qui sont décrits comme accusés d'inaction, qui même empêchent parfois les secours de venir. On a du mal à comprendre vu d'ici. C'est chaotique, et il y a des accusations mutuelles de qui empêcherait qui d'intervenir, puisque l'accès même à Caracas depuis l'autoroute, à La Guaira depuis l'autoroute qui relie Caracas à La Guaira a été bloqué de fait. Les autorités disent, Delcy Rodriguez, que c'est le fait des volontaires qui viennent de façon chaotique aider à La Guaira, et beaucoup de gens au Venezuela disent que c'est les militaires qui empêcher la documentation de la faillite du régime qui n'est pas opérationnel, qui ne serait pas opérationnel face au désastre. Eh bien, merci infiniment, Serge Olivier, d'être venu ce matin dans les enjeux internationaux. On retrouve cet entretien sur le site de France Culture et l'application Radio France. Je rappelle que vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Venezuela. 7h30 sur France Culture.